Omar Amourit va nous parler du judaïsme dans le monde berbère entre les diasporas et les tribus autochtones. Je ne vous présente pas Omar, vous le connaissez. Ça fait plusieurs... c'est la 6e conférence sur l'histoire des Berbères. Je dirais juste que c'est un passionné d'histoire et un passionné éclairé, hein, pas ce genre de passionné de quelqu'un qui réfléchit quand même, et le sujet aujourd'hui, c'est un sujet auquel on est obligé, vu la profondeur historique du Maghreb, de l'Afrique du Nord, on est obligé de... Il y a eu un moment ou un autre, le judaïsme ne pouvait pas ne pas faire partie de cette histoire, mais c'est une période qu'on ne connaît pas très bien. C'est une histoire qu'on ne connaît pas très bien. Donc la question est de savoir, Omar va certainement essayer de répondre, c'est de savoir si le judaïsme est venu des populations berbères elles-mêmes ou alors il est venu de l'extérieur. Enfin, voilà, donc je pense que c'est la grande problématique posée de façon très simple. Donc c'est à toi de parler en fait. Bah écoute, je te remercie. Oui, le sujet, effectivement, la question est posée, est-ce que les Berbères, est-ce que le judaïsme de berbère, enfin en termes berbères je dirais, est un judaïsme autochtone ou un judaïsme judéen, enfin, qui vient de la Judée, Palestine. Mais avant de commencer, donc pour répondre à cette question, je vais vous donner quelques noms, quelques patronymes qui sont portés par des personnes de confession juive originaires d'Afrique du Nord. Je peux citer Wakin qui veut dire fils de Jacob, surtout en Algérie. Je peux dire Aïloun qui est la déformation de Haï, qui est Haïm, et qui veut dire la vie. On retrouve cette forme sur Wahiyoun ou Benayoun. On retrouve Azoulé qui dérive du berbère marocain, Tachhed, qui veut dire Isil, ou qui veut dire signifie le bon ou le sublime. Il peut aussi signifier originaire de Tazoulet, c'est une région dans la région berbère du Maroc. Amrar ou Amgar, quand on retire le H, qui veut dire l'ancien, qui est très fréquent dans le berbère, chez les juifs berbères marocains. Amzalag, qui veut dire tout simplement en berbère marocain, celui qui fabrique les cordes ou les colliers pour les bêtes. Azengot, qui veut dire gazelle. Surtout c'est en Teshnaït, comme gazelle en berbère marocain. Nous avons Ifelgen, qui est très fréquent chez les Juifs d'Afrique du Nord, qui vient du mot afrag et qui veut dire clos, quelque chose de clos, huis clos ou un cloître. Amozag, c'est simple, c'est berbère, c'est amazir. On trouve Bénéchou, qui est relatif à la tribu des Aït-Aïchou, qui se trouve à Meknes. Meshish, vous savez tous ce que veut dire Meshish, c'est le chat. Timsit, qui est une localité qui se trouve dans le Djebel Nafoussa, en Libye, qui s'appelle Tamsit. Nous avons Memi qui signifie bébé ou enfant. Jarman, vous savez, la chaîne de vêtements de Jarman, qui est un nom juif qui vient de la tribu de Nafoussa en Libye. Nous avons Darman, les Darmans, qui c'est l'origine. À l'origine, ça s'écrit Darman avec H, avec la prononciation Darmoun, et qui vient, c'est une tribu de juifs qui est nomadée en Tripolitaine et dans le Djilid, entre la Tunisie, l'Algérie, jusqu'à Biskra. Nous avons Azmour, donc vous savez tous, ça veut dire olive. Amlal, qui est porté aussi pas mal, il y a pas mal d'amlal, qui est couleur blanche.
Azroual ou Zroual, qui veut dire couleur bleue, au sens aussi yeux bleus. Tous ces noms sont aussi portés par les musulmans aujourd'hui. Hein. Donc j'ai tiré ces quelques noms, ces noms sont disponibles sur l'encyclopédie berbère. La liste est très longue, mais il ne faut pas oublier que les berbères, aussi bien juifs que païens que chrétiens, vont subir progressivement l'arabisation de leur nom à partir du XVIIe siècle, quand les Arabes sont arrivés. Ça veut dire que beaucoup de noms de juifs qui sont aujourd'hui à consonance arabe étaient forcément, à un moment donné, probablement, portés aussi des noms berbères. Ils sont aussi victimes de l'arabisation, ou subis l'arabisation comme les autres. L'hébreu aidant, on peut supposer que cela a facilité le passage à la langue arabe, compte tenu de la proximité des deux langues. Sur le nombre de personnes confessant la religion juive qui vivaient en Afrique du Nord au XXe siècle, je vais vous donner quelques chiffres que Richard Ayoun, un historien, a donné dans son livre qui s'appelle « L'exil des Juifs d'Afrique du Nord à l'époque contemporaine ». Et dans les chiffres suivants, entre la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait à peu près 450 000 à 500 000 juifs vivant en Afrique du Nord, arabophones et berbérophones confondus. Au Maroc, en 1951, la communauté juive s'est élevée à 220 000 personnes, représentant à l'époque 2,3% de la population. Quant à la Tunisie, on y trouvait à peu près 70 970. En Algérie, en 1953, on comptait 130 000 à 140 000 personnes de confession juive. Remis dans le contexte démographique, c'est quand même important. En 1990, l'historien Simon Lévy, qui se disait marocain avant tout, écrivait qu'en 1900, au Maroc, soit 11 ans avant le prétectorat français, plusieurs milliers de juifs vivaient dans une bande montagnard allant de l'est de Marrakech et qui va jusqu'au nord de Ouarzazate. Ils parlaient tamazirt et à l'est ils parlaient tachilhid. À l'ouest ils parlaient tachilhid. Ils parlaient cette langue aussi bien chez eux, au sein de leur famille, qu'au sein de leur univers communautaire. C'est-à-dire dehors ils parlaient berbère et tachilhid. Dans le haut Atlas, c'est-à-dire dans le Dala, le Souss, pour ceux qui connaissent un peu le Maroc, Simon Lévy ajoute, il vivait de nombreux juifs encore qui parlaient tachilhid plutôt que tamazirt dans cette région, dans le Souss, puisque dans le Souss on parle plus tachilhid que tamazirt, dans le rapport avec leurs voisins, berbérophones, arabes aussi. Mais leur parler arabe était mal compris par les arabophones parce qu'il était truffé de mots berbères. En Libye, ainsi que dans le Mzab, en Algérie, les juifs parlaient le zénet. C'est une forme berbère. Dans le Touat et dans la région d'Adrar, le Touat est dans la région d'Adrar, les juifs avaient conservé leur parler berbère. Cette population juive a commencé à quitter l'Afrique du Nord entre 1950 et 70. La plupart sont partis en France, aux États-Unis, Canada, en Israël. Alors, la fameuse question, qui étaient ces juifs? D'où venaient-ils? À quand leur présence remonte-t-elle en Afrique du Nord? Le judaïsme en terre berbère est-il strictement l'œuvre d'une diaspora juive, essentiellement issue de la Judée, ou des berbères judaïsés? Comme vous pouvez l'imaginer, ces questions ont suscité beaucoup de recherches et beaucoup de débats. Mais je voudrais, avant de vraiment répondre à ces questions, vous donner quelques notions de l'histoire du judaïsme. Ça me paraît important, sinon on ne comprend pas. La Torah, vous savez tous ce que c'est la Torah, donc c'est le corpus formé de plusieurs livres donnés par Dieu sur le mont Sinaï à Moïse. Ce livre est le livre de la loi pour les Juifs. La Torah a été écrite entre le 8e
et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Le Talmud. Le Talmud qui veut dire étymologiquement étude. Donc on voit bien le mot arabe pointé Telmiz. Donc on a la proximité de la langue. Le Talmud est l'accumulation d'avis, j'ai dit d'avis, émis par les rabbins. La première partie s'appelle la Mishnah et débute sa rédaction en l'an 135, c'est important ces dates. Et la seconde s'appelle la Gemara. Et donc c'est important la date de 135 dans la compréhension de notre conférence. Vous connaissez Aaron, qui est Aaron en arabe, qui est le frère de Moïse. Il aura une descendance à lui, qu'on va appeler les Aaronides. C'est important. Aaron avait hérité le titre de Cohen. Cohen, c'est un titre qui a été donné à Aaron, c'est-à-dire celui qui est dédié au service du temple. On parlera de Kohanim au pluriel. Le temple de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est le temple de Jérusalem? Le temple de Jérusalem est le bâtiment religieux construit pour abriter l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire les tables que les lois données par Dieu à Moïse. Le rabbinisme. Le rabbinisme, c'est le judaïsme, judaïsme rabbinique qui est né après la destruction du second temple, c'est-à-dire en 70 de l'ère commune. Et il s'est structuré entre le 2e et le 6e siècle de l'ère commune, de l'ère avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. La date à partir de laquelle il fut reconnu comme la norme du judaïsme. Parce que avant, il n'était pas reconnu, le rabbinisme, comme la norme du judaïsme. Le khaïritisme, c'est un courant du judaïsme qui existera en Afrique du Nord, qui est reconnu comme seule référence la Torah et rejette le rabbinisme. Extrêmement minoritaire cependant, les Samaritains. Les Samaritains, aujourd'hui en Israël, on a une petite communauté qu'on appelle les Samaritains, qui sont complètement très minoritaires et qui ne reconnaissent pas les rabbins. Jacob, vous connaissez Jacob, Jacob en arabe, qui est le fils d'Isaac et de Rebecca. Il est surnommé Israël. En fait, Jacob, c'est Israël. Pourquoi c'est Israël, c'est le surnom de Jacob. Pourquoi il est surnommé Israël? Parce qu'il s'est battu contre Dieu. Et Dieu l'a blessé. Et du coup, il a été blessé à la hanche. Et du coup, il a surnommé Israël. On a le mot Isra, qui veut dire battre, et elle à la fin, qui veut dire Dieu, elle. Alors, comme Raphaël veut dire Dieu a guéri. Comme Ismaël, Dieu a entendu. Et comme Isaac, ça veut dire Dieu a ri, quoi. Et puis après, Jacob a eu 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. C'est important ça pour comprendre. Enfin, on doit en comprendre deux faits essentiels dans cette petite histoire. C'est que les Juifs ont connu deux exils majeurs. Le premier, c'est en 587. C'est avec Nabuchodonosor II qui a détruit le temple. Beaucoup de Juifs se sont exilés vers Babylone. Un homme de la diaspora est revenu par la suite, qui s'appelle Ezra, et qui, après cet exil, il retourne en Judée. Il trouve le Judée dans un état parfaitement détruit. Il a essayé de le reconstruire. Et ce qui est surprenant, c'est que le Coran parle de ce personnage d'Ezra sous le nom de Uzair. Je ne sais pas pourquoi il a parlé de lui. Le second fait majeur est la destruction du temple en 70. Après, par les Romains, par l'empereur Titus, beaucoup de Juifs ont été tués, et ce fut l'amorce de l'exil en 70. Nous avons là quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre quand même l'évolution du judaïsme en Afrique du Nord. Alors, je vais essayer de retracer un tout petit peu les étapes rapidement. Je vais essayer de ne pas être trop ennuyeux. Qui conduit à l'installation des communautés juives en Afrique du Nord, en Libye, Tunisie, Maroc. La Libye est un endroit essentiel. Et le développement du judaïsme parmi les Berbères. Il faut partir de l'idée que le judaïsme, avant le christianisme, a eu sa période de développement interne. C'est-à-dire, quand il est né, le judaïsme n'était pas forcément comme il l'est aujourd'hui. Il a eu son propre développement interne.
Donc il s'est développé comme il s'est développé parmi les populations, on va voir que le christianisme, c'est pareil, il a eu sa période. Chaque religion a eu sa période. La période la plus forte du judaïsme en Afrique du Nord a été le 5e et le 6e siècle. Je vais vous montrer un peu cette évolution. Il y a un historien qui s'appelle, un spécialiste de l'Antiquité, qui s'appelle Yann Le Boec, qui trouve que la présence de Juifs à Carthage est antérieure au 7e siècle avant Jésus-Christ. Au IIIe siècle après sa chute, les Carthaginois, pense-t-il, se sont retrouvés coupés de l'Orient. Après la chute de Carthage, donc ils se sont retrouvés coupés de l'Orient. Conséquence, ils ont renforcé leur implantation en Afrique du Nord, en se liant plus étroitement avec les populations berbères. Dans le même temps, une cohabitation harmonieuse s'était établie entre les Puniques et les Hébreux. Il s'explique par l'étroite parenté entre le Punique et l'Hébreu. Ils occupaient ensemble le centre urbain. Ils commerçaient beaucoup. Ils avaient les mêmes tenues vestimentaires. N'oublions pas que c'est des Cananéens, hein, les Puniques. Hein. Ils pratiquaient la circoncision et ils avaient presque les mêmes interdits alimentaires, le porc en particulier. Donc, compte tenu de la proximité entre les Hébreux et les Puniques, les choses ont évolué vers le monothéisme hébreu. Ainsi, progressivement, les Punico-Phéniciens ont adopté les croyances juives. Donc ça, c'est une première étape. La civilisation punico-hébraïque s'est répandue ensuite parmi les Berbères lors des royaumes de Massinissa et de Jugurtha. André Chouraki, que vous connaissez peut-être, c'est celui qui a traduit le Coran en français. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa traduction. Écrit en 1985, il est né à Ain-Timouchent en 1917. Écrit en 1985 dans l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, l'idée monothéiste, la loi morale, les beautés d'une liturgie tout entière inspirée par la Torah, et les Berbères largement sémitisés par des siècles d'influence carthaginoise auront tendance à délaisser leurs fétiches pour accroître le nombre des fidèles et de sympathisants de la synagogue. Et André Chouraki qui le dit. Je ne vais pas tarder là-dessus sur l'Antiquité, mais retenons l'idée que le judaïsme était bien présent en Afrique du Nord en Antiquité. Je vais plutôt commencer par retracer les grandes étapes sur lesquelles nous avons une connaissance historique avérée et précise et qui ont conduit à l'apparition d'une importante communauté juive en Afrique du Nord. C'est souvent parti des guerres et des massacres qui ont conduit à des exils, et des exils durant lesquels les Hébreux se sont mélangés à des populations autochtones, aux Berbères. Il y eut la période grecque antique. Alexandre le Grand d'ailleurs, et après Alexandre le Grand, il y avait le roi grec Ptolémée Soter. Ce roi a envahi la Palestine. Il a combattu les Hébreux en Palestine. Il fait quelques milliers de prisonniers juifs. Il les installa en Macédoine. Ptolémée s'empara ensuite de la Cyrénaïque. Vous savez que la Cyrénaïque, c'est la partie orientale de la Libye. En moins 222, c'est-à-dire en 302 avant Jésus-Christ. Il installa des milliers de juifs donc en Libye, en Cyrène. Ces juifs, il a ramené aussi les juifs qui étaient en Macédoine. Il les a installés en Cyrène, en Libye. Les juifs captifs aussi ont été amenés. En peu de temps, Cyrène, en Libye, était devenue une ville juive, où l'hébreu et l'araméen ont été abandonnés par la suite pour laisser place aux Grecs. Et c'est en cette période-là que la Torah a été traduite en grec. D'ailleurs, la majorité une bonne partie des Hébreux ne reconnaissaient pas ce que qu'on appelle la Septante, c'est-à-dire la Torah traduite en grec. Donc, à cette époque, il y avait en Libye, à l'intérieur des terres, des populations qui y vivaient. C'était des Berbères.
Les historiens disent Hérodote, historien et géographe né en 480 avant Jésus-Christ, évoquait déjà la présence des populations autochtones à proximité des villes grecques de Libye. Naum, je vais utiliser beaucoup cet historien, je vais vous parler Naum Schluss, qui est un historien juif de Russie, qui a étudié à Paris, et il dit que ces populations, c'est sur ces populations que va s'exercer très tôt un certain prosélytisme juif. Le Talmud, semble-t-il, confirme cette affirmation. Certains comme, bien sûr il y aura des opposants, hein, certains comme Chaim Hirschberg, qui en 1976 a remis en question les conclusions du travail de Naum Schulz, pour des raisons, à mon avis, je vais vous le dire, pourquoi? Des raisons idéologiques. Qu'une connaissance réelle, plus qu'une connaissance réelle du monde berbère. Il était totalement acquis à la cause rabbinique qui défend la pureté de l'ascendance de Jacob. Donc il remet en question. Et on peut légitimement penser à un regard un tout petit peu condescendant que peuvent avoir les Européens de l'époque sur les populations colonisées. Des débuts du 19e siècle, du 20e siècle. D'ailleurs, lui-même, ce Naum Schluss, était complètement condescendant quand il va parler, parce qu'il y aura en 612 une population juive qui est arrivée au Maroc, et il disait en ces termes, il les considérait déjà plus civilisés que les juifs marocains. Alors au 7e siècle, et il ne faut pas rêver, l'Andalousie était aussi pourrie, sinon plus, que l'Afrique du Nord. D'autres faits historiques ont montré que tous les juifs ne sont pas issus de la Judée, donc pas issus d'Israël. La conversion en 750 du chef des Khazars, le Khazar, ce chef ce roi des Khazars s'appelait Bulan, et son peuple, c'est un peuple de Crimée, c'est des Caucasiens. Cette conversion massive des Khazars avait bien embêté à l'époque les rabbins. Finalement, les Khazars sont devenus des Juifs et ont construit le terreau des Juifs russes et européens. Bon, je quittais un tout petit peu l'Afrique du Nord, mais pour vous dire que le judaïsme n'est pas forcément constitué par l'élément venu de Judée. La conversion n'était pas au début un tabou dans le judaïsme. C'est bien plus tard que le rabbinisme, de peur de la dissolution des Judéens dans les éléments halogènes, a rendu la conversion extrêmement difficile. En tous les cas, pour revenir à mon idée, il y a de nombreux historiens préhistoriens, anthropologues et linguistes qui ont travaillé sur la problématique des Berbères et le judaïsme. Une grande partie d'entre eux, comme Ken Blady, Martin Gilbert dans Ismail House, Michael Maas, soutiennent, selon des niveaux, que le fond du judaïsme nord-africain est berbère ethniquement. J'ai dit plus haut que la Cyrène était devenue une ville juive, où les Juifs avaient beaucoup prospéré. Cyrène était un foyer juif, au même titre que Jérusalem, Alexandrie, Éphèse en Turquie, enfin qui était autrefois Grèce. Et pour ceux qui ne voient pas où se trouve Cyrène, c'est sur la carte. Elle est en face de la Crète. Parfois, quand on est en Crète, on peut voir Cyrène de l'autre côté. Ce n'est pas très loin. Deux faits vont se produire dans l'histoire générale des Juifs en ce début de l'ère commune, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, qui va nous intéresser dans cette conférence. Tout d'abord, en 70, j'ai parlé tout à l'heure, après Jésus-Christ, les Romains, conduits par l'empereur Titus, ont pris Jérusalem et détruit le temple. Et ils ont tué 110 000 Juifs et fait 97 000 prisonniers sur toute la terre d'Israël, dont 30 000 fers conduits au proconsulaire. La proconsulaire à l'époque, c'était la Tunisie et l'Algérie orientale. Comme esclaves,
Selon l'historien Flavius Joseph, qui est lui-même juif mais romanisé, il écrit que les causes immédiates de la révolte, en 66, sont un sacrifice païen devant l'entrée d'une synagogue, ça n'a pas trop plu, et puis il y a eu apparemment un détournement de trésors, de talents de trésors. Les Juifs ont réagi, les Romains aussi, et ils ont frappé plus fort. La révolte juive a été décrite par Ernest Renan comme un accès de fièvre des Juifs, les fameux zélotes. Dans la débandade qui a suivi la chute du Temple en 70, certains d'autres Juifs sont venus compléter les Juifs de Cyrène, ils ont trouvé refuge à Cyrène. C'était l'exil du peuple juif qui, un peu partout dans le monde, naissance d'une nouvelle diaspora. Je ne vais pas détailler les raisons qui ont conduit les Romains à cette terreur, mais on peut dire que le mouvement des zélateurs, les zélateurs c'est un peu ce qui est le mot zèle, il y a le mot zèle dans le zélateur, un peu l'excès dans la religion. Fidèle aux traditions, je précise, hébraïques nomades, avait été à l'origine de cette rébellion contre les Romains. Il faut souligner tout de même que la réponse des Romains était absolument disproportionnée. C'est-à-dire l'homme doit être prudent, car la disproportion va souvent avec l'arrogance et le mépris, et vice-versa d'ailleurs. Ce fut donc le premier rapport en masse des Juifs parmi les populations berbères. Le deuxième rapport remonte à 115-118 de notre temps, de notre ère. Il fait suite à une rébellion générale des Juifs contre les Romains de Cyrène. Ce qu'on appelle la guerre des Kitos, guerre des exilés, ça veut dire. Les forces juives, toujours sous l'influence de ces zélateurs, ont été à l'origine de quelques massacres dans l'espace romain, notamment sur l'île de Crète. Conséquence, l'empereur romain Trajan, qui était en charge donc des affaires à l'époque, chargea le général Marcius Turbo, un massicile, de mettre de l'ordre à Cyrène. Ce fut un massacre, un énorme massacre de 220 000 juifs. Beaucoup d'historiens sont d'accord sur ce mot, et pour moi j'y tiens, parce que ça va donner un sens à ma conférence. Encore une fois, il faut être prudent avec les chiffres, mais là je pense que beaucoup d'historiens sont d'accord sur ce chiffre-là. Selon mon historien, que je vais citer fréquemment, Nahum Schluss, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ses œuvres, sur son travail, il a écrit Nahum Schluss était un historien qui était envoyé par la Sorbonne, par les universités françaises, et qui a beaucoup travaillé sur les archives. Il a écrit un pavé comme ça, je me suis farcé de ce pavé, c'est ce qu'on appelle les archives marocaines. Donc, Nahum Schluss, selon Nahum Schluss, les survivants trouvaient refuge parmi les Berbères, des montagnes ou du Sahara. D'autres s'étaient réfugiés à Carthage, la romaine, où il y avait déjà des Juifs, on a vu, comme je l'ai dit plus haut, depuis l'Antiquité. Paul Sabag, qui est dans son livre « L'histoire du Juif de Tunisie », Paul Sabag c'est un contemporain, donc il vit toujours, donne plus de précision. Il dit « Le judaïsme nord-africain est parti de Cyrène. Les fouillards ont trouvé refuge parmi les Berbères, de Ouadrir c'est à Tougourt par exemple, sud algérien, et dans la vallée du Mzab, loin de la Libye. Ils ont fui la Libye. » Paul Sabag ajoute, les populations juives d'aujourd'hui d'Afrique du Nord ont une origine judéenne, c'est-à-dire palestinienne, mais les descendants, à force de vivre au milieu berbère, avaient fini par se berbériser par la langue et les manières. Il dit aussi, et son détour, que ces juifs ont répandu leurs croyances et leurs pratiques parmi les berbères, auprès duquel ils avaient trouvé refuge. La judéisation des tribus berbères s'était poursuivie jusqu'au deuxième siècle, du IIe siècle jusqu'au VIe siècle. Au début du XIIe siècle, les Juifs étaient extrêmement affaiblis par la guerre du 115, comme on a vu, 115-118. C'est revenu 40 ans après le massacre commis par Titus en 70. Leur nombre avait mathématiquement baissé. C'est une évidence. Je tiens à ça.
avait mathématiquement baissé, mais le judaïsme demeura vivant. Le christianisme était à ses balbutiements. Le christianisme n'était pas très puissant à l'époque, commence à démarrer. Il existait, mais la Trinité n'existait pas. La Trinité est arrivée plus tard, Concile de Nicée. Le Père, au nom du Père, le Seigneur, au début, il n'y avait pas de Trinité. Donc, le christianisme était à ses balbutiements. Il était encore une jeune foi. Donc, le judaïsme en tant que religion avait des siècles derrière lui, était donc en plein dynamisme. Puisqu'à la fin du IIe siècle, la religion juive avait beaucoup progressé massivement parmi les populations berbères, comme le soulignent certains témoignages des hommes d'église, visiblement agacés par cette religion. Tertullien, que vous connaissez peut-être, c'est un berbère chrétien, un éminent théologien de Carthage, d'origine berbère, d'un même époque, évoquait les convertis qui accomplissaient partiellement les pratiques juives. C'est les berbères qui étaient convertis. Il disait qu'ils pratiquaient partiellement les pratiques juives, mais leurs enfants étaient totalement convertis. Il estimait que c'est Tertullien, qui était un évêque, un théologien, il estimait que les conversions étaient massives, au point qu'en sa qualité d'autorité religieuse, Tertullien publia un traité contre les Juifs. Il est connu ce traité. Contre les Juifs, une sorte de loi pour ralentir la conversion des Berbères. Au 5e siècle, une population qu'on pourrait appeler judéo-berbère était née. Un mélange de Judéens d'origine et berbérisés et des Berbères ayant fait le choix du judaïsme. Le fondement religieux était évidemment d'origine judéenne, mais les Berbères formaient la base ethnique, la plus nombreuse. Beaucoup vont critiquer cette position, mais il y a des arguments pour dire que c'est plutôt les Berbères qui sont convertis, qui formaient la base ethnique la plus. Le 5e siècle fut celui des Vandales. Et les Vandales avaient une grande tolérance à l'égard du judaïsme et à l'égard des Berbères eux-mêmes, parce que la prise de conscience des Berbères s'est effectuée avec l'arrivée des Vandales. Les Berbères ont retrouvé l'autorité romaine était partie, leur énergie et leur puissance. Donc, il fait aussi le siècle de la prise de conscience des Berbères d'exister comme force en dehors des pouvoirs romains déchus. Ce siècle avait amorcé le début d'un grand mouvement de déplacement des tribus berbères. 5e siècle, on va assister à la naissance. Pourquoi? Parce que jusque-là, les tribus berbères ne se déplaçaient pas. Les Romains les empêchaient de se déplacer et laissaient là. On a vu avec la révolte de Tacfarinas, c'était la révolte cette volonté de pouvoir aller chercher le pâturage au nord. On a vu, mais les Romains empêchaient les Berbères de se déplacer. Donc la disparition des Romains a commencé à entraîner le mouvement des tribus berbères à travers l'Afrique du Nord. Et c'est ça qui est important à connaître et à savoir pour comprendre le jeu des mouvements des Berbères. Dès l'instant où le Romain n'était plus là pour cantonner les tribus nomades des régions présahariennes dans leur coin. Voilà. Nous avons des concordances historiques assez fortes qui montrent que les Berbères se sont convertis en grand nombre au judaïsme, compte tenu des affinités, de la présence sémite ancienne berbérisée avec le temps. Mais vous aurez toujours certains qui vont nier les évidences historiques pour des raisons idéologiques. Certains maghrébins pour qui il est insupportable de dire que les Berbères furent à un moment donné dans leur histoire de croyances juives. Ça ne marche pas. Vous trouvez des Maghrébins aujourd'hui qui disent « Tiens, les Berbères étaient juifs à un moment ». C'est insupportable, c'est pas possible. Ils trouvent cette vérité insupportable. Comme s'ils ont toujours été musulmans. Non. Puis il y a des juifs rabbiniques qui vont vous dire, de leur côté, ils vont défendre la pureté d'Israël. Israël, c'est les 12 enfants, les 12 tribus de Jacob, d'Israël. Donc, comme s'ils étaient tous à l'origine du judaïsme. Ils vont défendre cette idée-là. Et pourtant, le Midrash, qui est le Talmud, pourtant le Midrash, il dit, j'ai noté ici, c'est quiconque
amène un païen à la connaissance de Dieu, c'est comme s'il l'avait créé. Bereshit Rabbah 8-10, c'est une référence. On trouve aussi dans le Talmud, Israël, c'est-à-dire, n'a été exilé que pour qu'il s'accroisse par les prosélytes. Péchaïm 87. Donc, c'est le renforcement en fait du judaïsme orthodoxe rabbinique entre le 6e et le 7e siècle qui va freiner fortement les conversions au judaïsme. Car les conversions ont été perçues comme un facteur de dilution, de disparition de la population judéenne. Au 6e siècle, une autre catastrophe va s'abattre sur la tête des communautés juives en Ifriqiya, c'est-à-dire en Tunisie et l'Algérie. L'empereur byzantin, Justinien, qui régnait en 527, qui a régné de 527 à 567, a eu une violente politique de persécution à l'égard des Juifs. Et là encore, ces persécutions, disent les historiens, ont eu des conséquences imprévues. Car au lieu de briser le judaïsme, souligne Paul Monceau, Paul Monceau c'est un historien français, mort en 1941, de nombreuses tribus berbères s'étaient rapprochées des Juifs et se sont convertis au judaïsme en Libye, dans les Aurès et dans l'ex-Sour du Sahara. Les Berbères se sont mélangés aux Hébreux. Donc vous voyez, on est encore au 6e siècle, c'est-à-dire 500, l'an 521. Ce qui fait qu'à la sortie du 6e siècle, l'origine des Juifs en Afrique du Nord était multiple. D'abord punico-phénicienne, cananéenne, judéo-araméenne, judéo-grecque, mais avec une très forte base judéo-berbère sur le plan ethnique. Les anciennes bases avaient été historiquement déconstruites et subi des pertes immenses pour laisser place à une nouvelle forme de communauté juive basée sur l'élément berbère prosélyte. C'est simple. Mais alors, quelle était la spécificité de ce judaïsme ? On va en parler. Quelle était la spécificité du judaïsme? Je vous rappelle que la rédaction du Talmud, je l'ai dit tout à l'heure, a commencé en 135 de notre ère. Le Talmud, ce n'est pas comme... Enfin, c'est pas, le Talmud, ce sont des avis de rabbins. Il n'y a pas d'équivalent dans l'islam. D'ailleurs, j'allais dire malheureusement. Mais il n'y a pas d'équivalent. Il y a les hadiths, mais ce n'est pas ça. Le Talmud, ce sont juste des avis. Et donc, a commencé à partir de 135, donc les réformes rabbiniques ont commencé à porter leurs fruits. Naum Slouch souligne que le judaïsme berbère dominant était de type aaronite, c'est-à-dire des descendants d'Aaron. Aaron, comment je peux expliquer ça? Ce judaïsme était un aspect syncrétiste. C'était un aspect syncrétiste, c'est-à-dire qu'il mélangeait et combinait différentes influences. Selon Slouch, cela est particulièrement vrai à l'intérieur des territoires, loin des grandes villes, où le judaïsme est resté à l'abri de l'action centralisatrice et disciplinaire de la synagogue rabbinique. Encore, je vais citer Naum Slouch, développe donc l'idée que la majorité des tribus berbères ayant confessé le judaïsme qui remonte à celui qui remonte à Aaron. Il compare ce judaïsme à celui des tribus himyarites au Yémen. Vous savez qu'il y avait une tribu himyarite qui était du Yémen, qui était juive. Donc au 5e siècle, il y avait une forte État juif au Yémen qui... le dernier roi, il s'appelle Donnus. Enfin, c'est pas important. Nous savons que ce judaïsme avait un lien avec... c'était de même type que les Falachas en Éthiopie. Et vous savez, on est passé pour passer du Yémen en Éthiopie, c'est pas loin. Vous avez juste Bab el-Mandeb au sud, et de Bab el-Mandeb, vous êtes en Afrique rapidement, et vous êtes en Éthiopie, et en quelques temps, vous traversez
c'est le nord de la Libye, le nord du Soudan, et vous êtes en Libye. Vous êtes en Tripolite, vous êtes carrément en Libye. Donc l'Éthiopie est en face, hein, du Davenanda. Et puis nous avons les fouilles et les études archéologiques ont permis à Schluss de dresser des preuves matérielles sur la spécificité du judaïsme berbère, des traces de la pratique du culte de sacrifice. Les Juifs qui étaient là faisaient des cultes de sacrifice. Or, si particulier aux Aaronides, aux descendants de Aaron, alors que le culte de sacrifice était aboli par les rabbins. Ils l'ont interdit. Et puis il y a eu les nécropoles qui sont creusées dans le roc. Il a étudié ça à Djbel Khaoui et à Gamart en Tunisie, et à Baja, et à Djbel Djahfa à Tbessa, et à Khashla et au Maroc. Et ils ressemblent tous à ce qu'on trouvait à Jérusalem lors du premier temps du judaïsme. C'est cette façon de les nécropoles, et creuser les temples dans le roc. Alors, donc on voit bien qu'on a quelques... Et dans ces nécropoles, les morts juifs étaient entourés avec tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est impossible. Un juif qui meurt, il doit être dans son cimetière. Or, ils étaient entourés avec tout le monde, et comment il a su que c'était des morts juifs? Parce qu'ils avaient la tête qui était orientée vers le nord-est, et le nord-est, c'était la direction de Jérusalem. Donc, et tout cela n'est pas possible dans le judaïsme rabbinique qui a changé naturellement les règles. Alors, quelles étaient les tribus berbères qui ont confessé le judaïsme? Le grand historien et sociologue Ibn Khaldoun, comme d'habitude, va nous guider. Il écrivait qu'à la veille de l'arrivée des Arabes au Maghreb, c'est-à-dire au début du milieu du 7e siècle, plusieurs tribus berbères pratiquaient le judaïsme. Qui étaient ces eux? Il les nomme. Ben Khaldoun les nomme. Et il dit les Djelawa des Ores, la tribu de la Kahina, les Hawara, les Nefoussa de l'ouest de Libye et de la Tunisie, les Fendelawa au Maroc, les Médioni, vous savez, Médioni, c'est un nom qui existe beaucoup à Oran, à Tlemcen, les Behloula, les Raïta et les Fezès au Maroc. Donc, ça était de nombreuses puissantes. Quelques-unes étaient de la branche des Zénètes. Hein. Ibn Khaldoun désigne les tribus de Jéhovah comme il dit texto, hein, Ibn Khaldoun, comme suit la grande nation, il dit, la tribu des Jéhovah était la grande nation de religion juive qui habitait les Fléria, c'est-à-dire la Tunisie et l'Est algérien, et vivait dans une indépendance absolue, c'est-à-dire un État. Elle était puissante militairement. Tout pour dire, comme un mot, Ibn Khaldoun voulait dire qu'il y avait un pouvoir indépendant où la religion juive était du plus grand nombre. Aujourd'hui, on aurait dit un État. Les Djelawa est la tribu donc de Kahina, Kahina, surnom qui ne vient pas de Cohen, hein, certainement pas. Car du point de vue religieux, une femme ne pouvait pas accomplir le rituel de sacrifice dédié au Cohen, qui était le surnom donc de Aaron. Il lui venait donc de la faculté de prédire l'avenir, une sorte de prophétesse. Kahina était réfractaire à la pudeur féminine exigée par le Talmud. Là, vous voyez que le Talmud va commencer à attaquer Kahina, parce qu'elle n'était pas juive conforme à leur esprit. David Kazès, qui est un juif de Tétouan, historien mort en 1913, a recueilli une poésie, il a trouvé une poésie judéo-arabe, talmudiste, qui traite cette héroïne, il traite Kahina comme l'une des plus grands tyrans que le judaïsme ait connu. Donc le Talmud reconnu la judaïté de Kahina, mais il la traite comme le plus grand tyran que le judaïsme ait connu. Cette poésie la compare même au destructeur de la Judée. Pour ainsi dire, elle n'était pas aimée par les talmudistes, comme on le voit. Je vais vous parler maintenant du mouvement des tribus au 5e siècle. Donc, je vous ai dit que la chute de l'Empire romain en 476, la fin du 5e siècle,
l'amorce d'un grand mouvement de tribus berbères du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest. Les Aurès constituent un pouvoir autonome et les tribus nomades juives remontent vers le nord. De 483 à 533, une grande bougeotte, ça a pris les tribus, s'est emparé des tribus juives, mais autres, hein, et même les païens, et commençait à se répandre en Afrique du Nord. En 574, la majorité des tribus, Znata, dont la grande tribu est Injelawa, qui descendent de cette confédération des Zénètes, en fait partie, a commencé à bouger et à se déplacer du sud au nord et de l'est à l'ouest. Donc ils ont quitté les bases pré-sahariennes où ils ont toujours nomadisé. On peut supposer que les tribus juives de Mediona, dont j'ai parlé, Beni Ifran, étaient arrivées à Tlemcen en provenance de l'Est ces années-là. On pourrait penser. Avec les siècles et l'afflux des Juifs andalous, Tlemcen est devenue une ville avec une forte concentration de familles juives. Il y avait 5000 Juifs en 1940, presque à égalité avec la population musulmane. C'est connu. Tlemcen a été une ville juive depuis toujours. Nahum Slouch pense que les tribus des Fezaz, les Fendlawa, les Raïta, étaient déjà établis au Maroc avant ce mouvement. Tout concorde, puisque les historiens signalent que la synagogue de Sétif date du IIIe siècle. Et il en existait une autre la synagogue de Tepaza est construite au IVe siècle. Donc, sans parler des Juifs de la religion du Touet. Le Touet, je ne sais pas si vous connaissez, le Touet, c'est vers Adrar, c'est une région saharienne. Cette région du sud-ouest de l'Algérie actuelle, dans le Sahara, où des groupes de Juifs s'étaient réfugiés, où ils ont répandu leur religion par les habitants berbères de Temtit, c'est une ville qui est dans le Drare maintenant. Le Touet est dans la région, donc je dis dans l'Inde, Temtit était une terre juive. En 517 fut construite une synagogue. On rencontre quelquefois des personnes de confession juive qui portent le nom de Touati ou de Tuito, souvent qui viennent de cette région d'Adrar. Ces juifs étaient des berbères et qui parlaient jadis une langue berbère. Au début du 7e siècle, donc en 612, on a assisté à l'arrivée de quelques milliers de juifs en provenance d'Espagne, persécutés par les Wisigoths. J'en avais parlé tout à l'heure. Les Wisigoths ont les persécutés. Énormément de juifs déjà furent obligés d'abjurer leur religion et de se christianiser. L'histoire nous montre l'histoire des minorités persécutées par la majorité au moindre petit problème, elle est récurrente. Les minorités sont désignées comme la raison des problèmes qui apparaissent dans le tissu social. C'est toujours comme ça. Quand ça ne va pas bien, il faut toujours trouver des coupables. C'est à cette époque que les Bakwat, le Bakwat des Romains et les Barauta des Arabes, cette tribu berbère qui régnait sur la région de Temsna sur la côte atlantique marocaine, entre Safi, Azmour, se convertit au judaïsme. Les Barauta se convertissent au judaïsme. C'est ce qu'on appelle les Doukala aujourd'hui. Sont les descendants des Barauta. Slouch parle de 80 000 convertis en cette période, je ne sais pas d'où il a fait pour avoir ce chiffre. Tarq ibn Malik, qui était à la tête des guerriers, Tarif, pas Tarek, qui était à la tête des guerriers qui sont partis en Andalousie en éclaireur. On a envoyé, avant le Tariq ibn Ziyad, on a envoyé 400-500 guerriers, et à leur tête, Tarif. Il y a une ville au sud du Medina qui s'appelle Tarifa, qui porte le nom de Tarif. Et bien ce Tarif était de la tribu des Barauta. Tarifa, la ville en Andalousie qui porte son nom, donc ce Tarif était un Barauta. Je m'arrête un peu sur sa tribu qui a gardé son autonomie. Écoutez-moi bien, son autonomie de 754 à 1058. C'est-à-dire qui ont été
annihilés par les Almoravides. On l'a vu donc, quand ils sont venus, ils ont mis fin à ces Belrauta. D'une manière encore plus générale, au Maghreb, les Almohades qui viendront après, en 1121, après les Almoravides, ont été à l'origine de la conversion des tribus juives berbères, des tribus juives, énormément. Les Almohades soutenaient l'idée que les Juifs et les chrétiens ne pouvaient plus longtemps persévérer dans leurs erreurs. Ils n'avaient plus que le choix entre l'islam et la mort. Donc les Almohades ont énormément modifié. Donc mathématiquement, c'est ça. C'est ça où les Juifs vont perdre beaucoup de chiffres Et alors l'historien franco-marocain Haïm Zafrani, né à Essaouira, cite un document qui mentionne l'exécution de 150 Juifs à Sijel Massa. Le chef de la communauté juive de Fès, Rabbi Judah ibn Shushan, Ben Soussan, fut exécuté aussi en 1161. Certaines familles juives parviennent pourtant à s'enfuir, notamment celle de Maïmonide, Ibn Maïmoun. Pour revenir au Belrauta, ils avaient gardé durant toute cette période une religion à eux. C'est assez intéressant. Une religion syncrétiste qui mélangeait le judaïsme et l'islam. L'historien Bakri en parle. Al-Bakri est un historien andalou. Il est sérieux, très sérieux. Mort en 1094. Et il disait que l'appel à la prière chez les Berbères, c'est ces Berbères-là, ils avaient un Coran à 80 sourates, traduit en berbère, écrit en berbère par Salah ibn Tarif, le fils de Tarif. Les noms des sourates portaient des noms de prophètes, Moïse, Aaron, Noé, et tout, Ayoub, et tout ça. Et c'est, je sais si c'est, je sais pas moi qui le dis, hein, c'est Al-Bakri, c'est les textes d'Al-Bakri. Hein. L'historien Al-Bakri ajoute dans son livre qui s'appelle Les rois du royaume, les voies et les royaumes, Al-Masalik ou Al-Mamalik, que les opérations religieuses au sein des opérations religieuses au sein du royaume de Belrauta se faisaient en tamazirt, tout comme la prière. Il affirme que Belrauta disait Absmen Yirkouch, ça veut dire Yahvé, au nom de Yahvé. Et il disait aussi, pour dire Bismillah, il disait Maqoul Yirkouch, pour dire Dieu est grand. Et au cours de la prière, ils lisaient la moitié de leur Coran en étant debout et l'autre moitié en étant assis. Poursuit l'historien Al-Bakri. Salah interdisait par ailleurs la consommation des œufs ou de la viande de coq. La viande de coq, oui, qui est interdite dans la religion. Dans leur religion, ils ont appelé à ne pas épouser une femme musulmane. C'était dans la religion. J'invite ceux qui veulent connaître, approfondir l'histoire de leur État, de lire Les voies du royaume de Masalik al-Mamalik. Les Juifs, je vais bientôt terminer, les Juifs d'Andalousie. Les Juifs chassaient donc les Juifs et l'Andalousie. Les Juifs chassés en 612 rêvaient d'y retourner. Ils fournirent un bon contingent conduite contre l'Andalousie repartait. Quand les Almoravides sont partis en Andalousie en 1142 pour établir l'ordre, parce que l'Andalousie était menacée, l'armée musulmane comptait 40 000 juifs dans ses rangs, selon Ibn Daoud, qui est né en 1110-1180. Daoud, c'est aussi une référence sérieuse. Dont la plupart étaient issus de Sejel Massa, dans le sud du Maroc, saharien. Sejel Massa, c'est presque à la frontière du Maroc. Vous savez, les Almoravides sont issus de ce type de région. De ces juifs sahariens, je disais qu'ils confessaient le judaïsme karaïte. Ce judaïsme exclusivement basé sur la Torah, il est un courant qui s'est séparé du judaïsme rabbinique au 8e siècle. Donc l'évolution, je vais vous parler rapidement de l'évolution du judaïsme maghrébin à partir de la chute de l'Andalousie. Les juifs de cette région ont connu des moments difficiles, c'est-à-dire l'Andalousie, après la chute des royaumes musulmans, et le dernier c'était en 1492, c'est celui de Grenade, donc poussé par Isabelle la catholique à se convertir de force ou partir. Tous les musulmans, tout comme les musulmans d'ailleurs, beaucoup de familles musulmanes optèrent pour le christianisme. D'ailleurs, si vous allez dans un quartier à Grenade qui s'appelle El Baïsine, vous trouverez qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je me suis amusé à regarder les noms sur le truc, sur les portes, et ben, c'est des noms
qui sonne bien la Berbérie. Enfin, tout comme les musulmans, beaucoup de juifs ont trouvé refuge dans les centres urbains marocains, Fès, Meknès, Tlemcen, Constantine, Alger, Bjaïa. Ces juifs d'Espagnols d'obédience rabbinique et talmudiste ont été surpris par la lecture du judaïsme qu'ils ont trouvé. Alors ils ont fait un travail de réforme a été lancé pour le réformer, comme celui qui a été fait par le rabbin, le Rav Shimon Ben Durand, Tesma Ben Durand. C'est une grande autorité à l'époque. Donc cette renaissance a été une réalité dans les grands centres urbains où effectivement une uniformisation du judaïsme s'est progressivement installée. Mais on ne peut pas dire ceci parce que c'est le cas partout. Naoum Schluss rapporte, en s'appuyant sur des écrits d'un rabbin marocain qui s'appelle Idrei, ça doit être Drei, que dans le village de Debdou, pas loin de Taoulult, dans le Rif intérieur, il y avait au XIXe siècle 700 familles, toutes juives de judaïsme ancien, aaronide, et 3 familles israélites, c'est-à-dire d'obédience rabbinique. Le Maroc n'était pas encore un protectorat français. Donc, alors le tournant du judaïsme maghrébin avec la colonisation française. La colonisation française a permis l'entrée en jeu de structures européennes, comme l'Alliance israélite universelle, qui avait fait le travail de la promotion d'un judaïsme modernisé et d'émancipation des juifs de tradition voulue par Crémieux, fondateur de cette alliance. Ce n'est pas gagné d'emblée, parce que la preuve en est que tous les juifs en Algérie n'avaient pas répondu favorablement au décret Crémieux, leur donnant la nationalité française. Certains pensaient qu'ils allaient perdre leur authenticité, ils n'avaient pas tort. Par ailleurs, le décret Crémieux n'était pas appliqué à tous les juifs en Algérie, surtout les juifs du Sud, comme dans le Rouat et le Mzab, parce qu'on les considérait, pourquoi ? Peut-être parce qu'ils n'étaient pas rabbiniques ou parce que le climat antisémite qui régnait à l'époque les empêchait. Alors pour conclure, les Juifs d'Afrique du Nord sont le produit de plusieurs éléments ethniques. Ils étaient judéo, on a vu, hélènes, judéo-buniques, judéens, mais ils se sont affaiblis, à un moment donné dans leur histoire nord-africaine, et c'est là où le prosélytisme est rentré en jeu. L'élément berbère est rentré dans le judaïsme, il a renforcé sa présence, il a renforcé la présence du judaïsme dans le monde berbère, au point certain que certains historiens considèrent le 5e siècle comme étant le siècle des juifs berbères, parce que c'est parce que la suite des Byzantins vont arriver. Enfin, progressivement, le judaïsme du rabbin l'emporte, au Maghreb, et soude la communauté juive autour de nouvelles formes et de nouvelles bases. Et avec le temps, la communauté juive nord-africaine s'est formée et s'est construite à côté des berbères islamisés. De l'autre côté, la communauté musulmane s'est affirmée sur des nouvelles bases. Le va-et-vient en termes de conversion s'est tari. Avec le temps, l'autre n'était pas un simple berbère, mais un musulman ou un juif. Et bientôt un arabe. Ces berbères que l'histoire a judaïsés sont aujourd'hui des juifs. Et être juif aussi, c'est un lien étroit et particulier avec la terre judéenne et de la Palestine. Un lien si fort qu'avec le temps, il a fini par l'emporter sur les origines berbères lointaines. Si effectivement aujourd'hui le berbère converti au judaïsme est loin, il est cependant présent dans l'histoire. Une histoire que beaucoup dans la société maghrébine contemporaine ignorent. Parfois l'idée d'un juif berbère insupporte les gens, engoncés dans leur certitude. On est tout simplement juif le fait d'être issu de ce monde berbère. Aussi, ces mêmes juifs berbères, devenus authentiques juifs rabbiniques avec le temps, donnent parfois l'impression de nier cette vérité historique incontestable. Une origine judéenne, du point de vue du judaïsme, résonne mieux dans la généalogie qu'une ascendance issue de Ben Nafoussa en Libye. Pour terminer, il y a des gens qui veulent effacer et cacher cette histoire. L'histoire du peuple amazigh. Je les invite à lire l'histoire, et en particulier Ibn Khaldoun, ce géant pour comprendre la présence juive en Afrique du Nord. Et merci pour votre attention. Et j'espère ne pas vous avoir ennuyé. Bonsoir, Thierry Berkani. Vous avez cité Ibn Khaldoun.
qui avait cité les tribus berbères nommément. Et ces tribus existent encore, enfin, ces clans existent encore géographiquement. Alors je me suis demandé si certaines mœurs que j'ai vues, dont j'ai été témoin, par exemple en Kabylie, dans la partie basse Kabylie, la petite Kabylie, où au printemps par exemple, on cherchait tout ce qui pouvait fermenter. On lavait les murs, on cherchait les confits, on éliminait tout ce qui peut fermenter. Or, c'est une habitude, c'est même un rite pour Pessa, où dans les maisons, on cherche tout ce qui peut fermenter. Et on se nourrit de matzot, c'est-à-dire de galettes qui n'ont pas été fermentées. Voilà. La fermentation, c'est parce que on mangeait rapidement les choses qui ne sont pas fermentées, parce que le peuple juif était dans l'urgence de quitter l'Égypte sous la menace. Donc on mangeait rapidement, on n'attendait pas que le pain fermente, voilà, et que le pain monte. Voilà, c'est donc là, je voulais vous demander si ces mœurs-là existent encore dans certaines régions. On a oublié probablement l'origine, on a oublié l'origine de cette recherche de ce qui est fermenté, qui existe en tous les cas chez moi, dans ma région. Autre chose, c'est que l'arrivée des juifs espagnols, des juifs andalous, qui avaient quand même le savoir, etc., il y avait un choc des cultures avec un judaïsme qui était plutôt rustique, hein, qui était, on ne sait pas très bien, quand le andalou arrivait avec leur science, et le Talmud, et leur science des Écritures, etc., étaient effarés par ce judaïsme. Qu'est-ce que vous faites là, voilà. Donc, fort de leur autorité, c'était des intellectuels solides, ils ont imposé finalement ce judaïsme, ils ont réformé le judaïsme berbère, ce qui fait que finalement les traces de ce judaïsme berbère n'existent plus que par les noms, et peut-être aussi par ces pratiques rituelles qui... Merci d'être venu braver ce froid. Merci Omar. Je signale juste que mercredi 6 février, l'ACB reçoit l'écrivaine Sadia Tapti pour un livre qui s'appelle Commun, Commune. Alors la prochaine conférence, ça va être sur identité berbère, territoire berbère, et une réflexion sur ces questions-là.